cette quasi-indifférence vis-à-vis du Niger relativement à la question migratoire va progressivement laisser place à une sollicitude croissante envers ce pays dans la lutte contre la migration dite irrégulière vers l'Europe à partir du sommet euro-africain de la Valette, alors que l'Union européenne a perdu son interlocuteur libyen pour le contrôle de ses frontières en Méditerranée centrale. Le Niger est devenu progressivement un espace nodal dans la stratégie d'externalisation du contrôle des frontières européennes et des politiques anti-migratoires. Pourtant, comme vous le savez tous, ce pays fait partie d'un espace de libre circulation régionale, celui de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et l'économie du passage qui s'est développée du fait de sa position stratégique que j'ai évoquée tout à l'heure sur les routes du Sahara central, représente un apport substantiel pour une partie de sa population, notamment dans la partie nord du pays, en irriguant l'économie locale à travers le développement de tout un secteur d'activité du travail de la migration, qui génère des revenus estimés à plusieurs dizaines de milliards de CFA par an. Et l'objectif de ma présentation est d'interroger cette attitude du Niger dans la mesure où les discours et les analyses insistent généralement sur la pression exercée par l'Union européenne sur les pays dans la définition et la mise en œuvre des politiques migratoires, en pointant du doigt leur imposition à un pays qui n'aurait aucune marge de manœuvre. Il s'agit donc pour moi de proposer une autre lecture de ces relations qui sont certes asymétriques en postulant que le Niger n'est pas un simple récepteur exécutant des politiques européennes, mais de voir que le processus d'externalisation des politiques européennes crée en revanche un certain nombre d'opportunités pour le pays dans un contexte de déficience de l'État et de sa dépendance vis-à-vis de l'aide extérieure, avec 40% du budget qui est financé par l'aide extérieure, avant de voir un peu la reconfiguration des modalités de gestion des migrations. Il est important de faire un bref aperçu sur la multifonctionnalité du profil migratoire du Niger. Ensuite, de présenter le processus qui a contribué à faire basculer le Niger d'une position de laisser-faire à l'égard du fait migratoire à une posture interventionniste, en faisant la focale sur le processus d'externalisation des politiques européennes. Ensuite, j'évoquerai les opportunités multiformes qu'il représente pour le pays dans un contexte de déficience de l'État et bien évidemment de sa dépendance vis-à-vis de l'aide extérieure. En ce qui concerne le profil migratoire du Niger, je disais tout à l'heure qu'il s'agit d'un profil qui est multifonctionnel, malgré le fait que depuis quelques années, ce pays soit réduit à un simple couloir de transit entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord. Ce pays s'inscrit quand même dans une longue histoire de circulation au sein du continent africain. Le Niger étant un pays traditionnel d'émigration, avec un système migratoire structuré autour de plusieurs sous-systèmes, dont les principaux et les plus anciens le relient d'une part au golfe de Guinée et d'autre part au versant nord et sud du Sahara. Le principal système qui est de loin le plus important est ancré dans la région ouest africaine, s'est construit depuis le XXe siècle, le début du XXe siècle, autour des pôles d'attraction urbains du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Bénin et du Togo. Ces dynamiques migratoires s'inscrivent dans une continuité du double héritage historique et colonial et s'appuient aussi aujourd'hui sur une diaspora qui est installée dans ces pays et des migrations circulaires articulées au rythme des systèmes de production agricole en milieu rural. Je m'intéresse particulièrement également aussi aux communautés nigériennes qui sont installées dans les grandes villes d'Afrique de l'Ouest. Si les mouvements migratoires anciens vers l'Algérie et la Libye existent depuis les années 90, ils se sont notamment intensifiés dans les années 70-80, à la fois en lien avec les cycles de sécheresse au Sahel, mais également avec aussi l'exploitation pétrolière dans ces deux pays d'Afrique du Nord qui ont suscité la mise en place d'un certain nombre de programmes de développement dans les parties sud de ces deux pays et en lien aussi avec des politiques étrangères qui ont été mises en place notamment en Libye pendant la période du colonel Kadhafi. Ces deux principaux systèmes migratoires s'articulent
avec d'autres systèmes migratoires beaucoup plus modestes, notamment en direction de l'Afrique centrale, surtout le Cameroun, le Gabon, mais aussi plus loin la Guinée équatoriale, le Moyen-Orient, avec l'Arabie saoudite, puisque nous savons que les migrations nigériennes vers l'Arabie saoudite sont anciennes et s'inscrivent dans les rites du pèlerinage, dans les villes saintes, et plus récemment, dans les années 90, 2000, avec la mise en place d'un certain nombre d'agences de placement de main-d'œuvre et aussi les flux en direction de l'Europe, notamment la France, la Belgique, l'Italie, l'Allemagne et l'Amérique du Nord. Ces circulations nigériennes se sont articulées avec des migrations de transit vers l'Afrique du Nord, en premier lieu vers la Libye et progressivement vers la Méditerranée et l'Union européenne. Les passages sur le territoire nigérien ont participé à la construction de toute une économie du transit, en particulier dans certaines villes du Nord, notamment la grande ville Agadez, auquel est venu se substituer, qui est venu se substituer à une économie touristique mise à mal par les différentes rébellions Touareg des années 90 et 2000. Et cette économie représente un apport substantiel pour une partie de la population de cette région. Il y a eu un certain nombre d'estimations qui ont été faites, notamment par le Conseil régional d'Agadez, qui estime ses ressources à plus de 105 milliards de francs CFA par an, à peu près 117 millions d'euros pour la seule ville d'Agadez sur 11 mois, et qui dont profitent un certain nombre d'acteurs publics et privés. Dans les années 2000, les mouvements migratoires vers le Maghreb vont connaître d'importantes perturbations en lien avec les politiques de contrôle et de surveillance de ces mouvements. Le Niger étant devenu, au milieu des années 2010, le principal pays de transit pour les migrants subsahariens, il va jouer un rôle pivot dans les dispositifs de contrôle de ces mouvements du fait de cette fonction. Dans cette dynamique, le pays va s'ériger progressivement en rideau de protection en mettant en œuvre un ensemble de dispositifs sécuritaires et de contrôle ayant pour vocation de bloquer les routes migratoires dirigées vers l'Afrique du Nord et en redéfinissant aussi les politiques de développement dans le sens de la stabilisation des populations et de lutte contre les migrations irrégulières. Même si le Niger reste un espace de circulation très pratiqué, le constat, c'est que les expulsions et le refoulement des ressortissants d'Afrique subsaharienne depuis l'Algérie et la Libye vers son territoire se multiplient. Bon, par exemple, entre 2014 et mars 2022, environ 55 000 migrants nigériens ont été expulsés et ou rapatriés d'Algérie. Ces expulsions concernent également des dizaines de milliers de ressortissants ouest-africains, essentiellement pris en charge par l'OIM pour être rapatriés dans leur pays d'origine à travers son programme Aide au retour volontaire à la réintégration. Et on estime que depuis 2015, plus de 42 000 migrants ont bénéficié de ce programme. Le Niger est également un pays d'accueil très modeste en raison de sa faible attractivité, bien sûr, mais il reste quand même une terre d'hospitalité, accueillant sur son territoire des ressortissants d'autres pays, notamment des pays limitrophes, du Nigeria, du Bénin, du Mali, mais aussi plus loin, du Togo, du Bénin, etc. Le Niger est aussi devenu un espace de protection pour les réfugiés et les demandeurs d'asile. Certes, depuis la fin des années 90, notamment avec les réfugiés tchadiens, le pays est un espace de protection, mais cette fonction va se renforcer à partir des années 2000 avec les conflits, notamment dans le nord-est du Nigeria, les conflits au Mali. Et le Niger, aujourd'hui, à la date du 30 septembre 2022, selon les estimations du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, on recense près de 700 000 personnes qui sont à mobilité contrainte, dont à peu près 300 000 réfugiés, avec les 2 tiers qui viennent du Nigeria, à peu près un tiers qui vient du Mali. Et nous avons également près de 400 000 personnes qui sont des déplacés internes. Et en dehors de ces mouvements, nous avons aussi à peu près
2000 demandeurs d'asile qui sont majoritairement des Soudanais, qui sont installés depuis 2015 2017 à Agadez. Et donc, on voit que la construction de cet espace de protection, elle s'est beaucoup renforcée dans les années 2000. Elle s'est également renforcée avec plus ou moins cette addition à travers le programme ITM, Emergency Transit Mechanism, mis en place par le ICR en collaboration avec le mémorandum qui a été signé avec le Niger en novembre 2017, qui a été reconduit en 2020. Le Niger étant devenu le couloir de l'espoir pour permettre d'évacuer de Libye à peu près quelques milliers de personnes qui ont trouvé la réinstallation soit en Europe ou en Amérique du Nord. Donc on voit que le Niger est devenu un pays où se superposent toutes les formes de mobilité. Si les migrations circulaires persistent, elles se combinent de plus en plus avec une migration inversée, de retour volontaire contraint ou non, à laquelle se superposent des mouvements de réfugiés maliens, nigériens, des demandeurs d'asile soudanais, érythréens, éthiopiens et des mouvements de déplacés internes. Et donc tout cela participe à une reconfiguration des dynamiques migratoires et qui va amener progressivement, également aussi en lien avec le contexte international, à un basculement du Niger d'une posture de laisser-faire à une attitude d'interventionniste dans la gestion des migrations. Pour un peu replacer l'évolution de l'intérêt du Niger pour la question de la migration, je pense qu'il est important de rappeler que jusqu'au début des années 2000, le Niger s'est très peu intéressé à la question des migrations, avec bien évidemment un système migratoire qui est marqué par des migrations circulaires et une importante diaspora installée en Afrique, puisque le Niger étant pays membre de la CEDEAO, il a quand même aussi signé le protocole sur la libre circulation des personnes et des biens. Donc, en raison de l'importance des flux au départ du Niger vers les pays de la sous-région, le pays s'est très peu intéressé à la question de la migration, même si au niveau de la législation nationale, on a quand même un certain nombre de textes qui régissent les entrées et les sorties du territoire du Niger. Cependant, malgré ce désintérêt affiché pour les questions migratoires, à partir des années 90-2000, le Niger va s'insérer dans le processus international qui se met en place avec l'articulation d'un côté de la promotion des diasporas à travers la volonté de mieux associer les Nigériens de l'extérieur au développement du pays. À ce niveau, il y a eu plusieurs initiatives qui ont été mises en place avec la création dès 1995 de la direction des Nigériens de l'extérieur au sein du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine, où il y aura par la suite carrément un ministère des Nigériens de l'extérieur, la création à partir de 2004 du Haut Conseil des Nigériens de l'extérieur, qui était d'ailleurs une recommandation de la Conférence nationale souveraine de 1991, qui avait demandé de créer cette structure, mais qui finalement, dont les textes n'ont été adoptés par l'Assemblée nationale qu'à partir de janvier 2004. Avec aussi un certain nombre de résultats qui ont été engrangés au niveau de ce domaine, l'adoption du principe de la double nationalité depuis 2016, l'élection de 5 représentants de la diaspora à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont bien avancés dans le processus d'enrôlement de cette diaspora pour les élections au Niger. Et puis aussi la reconnaissance de cette diaspora comme 9e région du Niger. Et d'autre part, pour ce qui concerne les questions de protection, en 1998, déjà, 97 déjà, il y a une loi qui a été prise qui régit un peu les statuts des réfugiés, une commission d'éligibilité au statut des réfugiés qui a été créée en 1998. Ce cadre institutionnel va se renforcer au début des années 90, bien évidemment, avec l'ouverture d'un bureau de l'OIM en 2006, mais aussi la création à partir de 2007 d'un comité chargé d'élaborer un document de politique nationale de migration qui finalement sera élaboré à partir de 2019-2020. Et donc jusqu'en 2016, les migrations nigériennes
bien que le Niger soit, pendant cette période-là, une route migratoire pour les ressortissants ouest-africains, désirant se rendre en Libye et parfois en Europe, le pays est resté relativement en marge des initiatives prises par l'Union européenne sur les questions de l'admission avec l'application des accords de Cotonou. Donc, il y avait très peu d'initiatives sur des questions de migration. Et donc, à partir de 2016, 2015 déjà, les choses vont changer avec le vote qui va être fait d'une loi, la loi 2015-36 sur la lutte contre le trafic illicite des migrants. Et on voit qu'avec l'adoption de cette loi et surtout son application, le Niger va basculer d'une posture de laisser-faire à une posture interventionniste dans la gestion des migrations. Et cette loi, son adoption, elle fait suite à la découverte à la frontière entre l'Algérie et la Libye, en novembre 2013, du corps de 92 migrants nigériens, essentiellement des femmes et des enfants. Un drame national qui va révéler l'existence d'un phénomène dit des femmes de chantier. Je reviendrai plus loin sur ces femmes de chantier. Et la problématisation de ce drame, de l'immigration dans le désert, va amener les autorités nigériennes à prendre un certain nombre de mesures dans un premier temps, et ensuite à accélérer un peu la prise de la loi 2015-36 qui va connaître son application à partir de 2017. Et la chute aussi du colonel Kadhafi à partir de 2012 avec le fait que de plus en plus les fermetures des routes vers les îles Canaries, vers l'Espagne, vers le Maroc, il y aura donc un redéploiement des flux vers le Niger à partir du milieu des années 2010, va amener le Niger de plus en plus à basculer dans une position interventionniste en matière de gestion des migrations. Et pour cela, le Niger va dans un premier temps, endosser le discours sécuritaire de l'Union européenne en développant à la fois un discours criminalisant l'immigration, un discours victimaire que les acteurs institutionnels vont se réapproprier, même si ces discours ont été construits et normés à l'échelle internationale, qui vont insister sur la protection des migrants victimes de passeurs malveillants. Et donc, on voit que la vulnérabilité apparaît comme un enjeu principal du traitement politique des migrations, les migrants étant supposés être des individus systématiquement vulnérables à toutes sortes de dangers contre lesquels il convient de les protéger. Et donc, les différentes mesures qui vont être prises vont mettre en avant les actions sécuritaires, surtout la répression contre les différents acteurs, et tout cela va légitimer les actions aussi d'ordre humanitaire en imposant la figure du migrant comme victime de la traite des personnes. La migration donc va devenir un champ d'action des politiques de développement à partir de l'année 2010, dans la suite notamment de la mise en place du Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique. Avec la mise en place de ce fonds, va s'opérer un glissement des politiques traditionnelles d'aide au développement et de sécurité, auxquels vont être associés les enjeux migratoires. Au Niger, le FFU va être orienté principalement vers 4 objectifs stratégiques. Le premier objectif porte sur la gestion des migrations, à travers notamment la protection des migrants, le conseil, l'assistance au retour et à la réintégration. Le deuxième axe d'intervention est relatif à la création d'opportunités économiques et la formation professionnelle dans les espaces de transit situés sur les routes migratoires, dans la perspective de réduire la part de l'économie basée sur la migration irrégulière, à travers la mise en place d'activités visant la reconversion de ceux qu'il est convenu d'appeler les prestataires de la migration vers des secteurs considérés comme licites et des alternatives considérées comme durables. Le troisième objectif porte sur la lutte contre les réseaux criminels et le trafic d'êtres humains. Dans ce cadre, le Niger va bénéficier d'appuis multiformes pour renforcer les secteurs de la justice, le secteur de la sécurité et la gestion des frontières. Et le quatrième objectif est relatif à la protection, avec notamment le soutien aux populations victimes de déplacements forcés et le renforcement de la résilience institutionnelle et communautaire dans la région de l'IFA.
Avec ce fonds, donc, nous avons le développement d'un triptyque, développement, migration, sécurité, avec surtout l'inscription des politiques migratoires dans une logique répressive. Cette logique répressive, je le disais tout à l'heure, se justifie par la mise en avant de la vulnérabilité des personnes en mobilité. Je voudrais juste rappeler que dans un communiqué de presse conjoint, par exemple, publié sur le site de la Commission européenne datant du 15 juillet 2022, relatif au renforcement de la coopération dans la lutte contre le trafic des migrants, il est mentionné que depuis 2017, plus de 700 criminels ont été arrêtés et plus de 400 procédures judiciaires ont été ouvertes. On a une lecture qui justifie un brouillage entre les approches sécuritaires et les approches humanitaires. Et nous avons également la notion de migration mixte aussi qui va en dehors des questions de l'asile, qui vont aussi être complémentaires à cette question de l'asile, bien évidemment, à partir de 2017, où on va permettre aux personnes qui sont de passage au Niger la possibilité, pour celles qui le souhaitent, de demander l'asile au Niger et de prétendre à leur installation en Europe et ailleurs. Et donc, on verra qu'avec la promotion de l'asile, notamment à travers l'immigration mixte, portée par le Haut Commissariat aux réfugiés, cela s'aligne sur le discours de situation migratoire porté par l'Union européenne et l'Organisation internationale des migrations. Bien évidemment, je ne vais pas trop m'étendre sur le foisonnement des acteurs, à la fois les acteurs locaux, les acteurs nationaux, les acteurs sous-régionaux et internationaux qui interviennent sur ces questions. Si la construction des politiques migratoires influencées par les acteurs internationaux, celle-ci est aussi déterminée avant tout par les intérêts des États, des acteurs nationaux et locaux. Nous avons évoqué tout à l'heure les différents secteurs dans lesquels notamment des projets ont été développés dans le cadre du Fonds fiduciaire d'urgence au Niger. Et donc, il y a quand même un certain nombre d'acteurs nationaux et locaux qui ont des intérêts, parfois, souvent des intérêts qui sont divergents. Et donc, c'est bien de voir un peu, au niveau de l'analyse de la gouvernance des migrations, comment élargir la perspective aux différentes opportunités qui s'offrent pour ces acteurs et surtout pour l'État. Quelles sont donc les opportunités? Si le projet d'externalisation des politiques européennes crée des opportunités multiformes pour le Niger, nous avons évoqué tout à l'heure le contexte sécuritaire, puisque vous savez qu'avec la dégradation de la situation sécuritaire, les différentes politiques qui ont été mises en place dans le cadre du contrôle des routes, dans le cadre de l'externalisation, de l'enforcement des frontières vont constituer une opportunité pour le Niger d'entreprendre ou d'avoir un renforcement de ses capacités dans le domaine de la sécurité. Et donc, les activités qui vont être financées vont permettre le renforcement des capacités institutionnelles, le renforcement des capacités humaines, des capacités techniques des acteurs nationaux dans le secteur de la sécurité, le secteur de la justice. Il y a eu beaucoup d'initiatives, je ne veux pas les citer, ces différentes initiatives, aussi bien pour la formation de la police, la formation des gendarmes. On a parlé, il y a tout un tas de dispositifs d'appui à ces différents corps pour renforcer la sécurité au Niger. Et donc, dans un contexte d'un Sahel mouvementé, la possibilité de renforcement du secteur de la sécurité au Niger constitue une belle opportunité que le Niger a essayé de saisir. Et pour ce qui concerne aussi la lutte contre l'immigration irrégulière, on a quand même un certain nombre d'actions qui ont été entreprises et pour lesquelles on a un certain nombre d'acteurs internationaux, notamment l'Organisation internationale pour les migrations, qui aussi est une institution qui intervient dans les questions de sécurité, parce qu'elle
même si ce sont des financements européens, il intervient dans le domaine de la sécurité aux frontières. Je pense peut-être que Alizé peut en donner plus de détails pour ce qui concerne le processus de biométrisation des frontières du Niger, mais nous pouvons aussi revenir, puisque nous avons vu, pour ce qui concerne le Niger, qu'il y a un renforcement du contrôle au niveau des différentes frontières, la construction et la rénovation systématique des postes de contrôle aux frontières, le renforcement du contrôle sur les routes, la gestion communautaire des frontières. Par exemple, l'OIM intervient, notamment les communautés. Il y a eu beaucoup d'actions au niveau de l'IFA, au niveau de l'IFA, c'est le sud-est du Niger, Zender dans le centre du Niger, mais aussi Agadez, où on apprend, où on simule un certain nombre d'invasions ou d'afflux de personnes dans ces zones-là et comment les populations peuvent se comporter par rapport à des afflux massifs de population. Et nous avons aussi la création de nouveaux postes frontières. Il y a eu la création au moins une trentaine de postes frontières, et puis tout ce qui a été fait en termes de biométrisation des frontières. Pour ce qui concerne la question du développement, nous estimons que l'approche préventive de la migration est une opportunité de mobilisation de ressources pour financer le développement. On voit à travers la formation, l'amélioration de l'employabilité des jeunes, filles et garçons, le développement des filières agricoles, la réalisation d'infrastructures sociales et économiques et le développement d'activités génératives de revenus dans un contexte où d'un État qui a très peu de moyens, les opportunités de financement dans ces différents secteurs-là ont été saisies bien évidemment par le Niger. Bon, on peut aussi évoquer des opportunités sur le plan politique. On l'a vu avec le balai d'un certain nombre de personnalités de la Commission européenne ou des pays membres qui sont passés au Niger, sont allés jusqu'à Agadez pour certains d'entre eux, mais aussi un peu ce crédit politique dont les autorités ont bénéficié en tant que bon élève dans la gestion de la migration en phase avec les partenaires européens et le système des Nations Unies. Et le Niger aussi a progressivement renforcé son cadre réglementaire institutionnel avec l'élaboration de plusieurs documents de politique sectorielle, notamment la stratégie de lutte contre la migration irrégulière en 2017, la politique nationale de migration 2020-2035, la politique de sécurité intérieure, la stratégie nationale de gestion des frontières, et puis deux autres, une loi et une ordonnance qui existaient déjà, notamment l'ordonnance de 2010 contre la traite des personnes et la loi sur le trafic illicite des migrants. La conséquence principale de cette logique, puisque ce qui a été mis en avant, c'est surtout la logique répressive, c'est la clandestinisation des filières d'hébergement et de transport, notamment au niveau de la région d'Agadez, qui est la région phare en la matière, avec l'accroissement des risques et aussi des coûts que cela suppose pour les migrants et la criminalisation des migrations. À un certain moment, au début de l'application de la loi, c'est beaucoup plus de refoulement aux frontières des États, alors qu'avant, les migrants avaient la possibilité, moyennant quelques ressources financières à passer les frontières, même s'ils ne remplissent pas les conditions exigées. Mais aussi, ce qui est frappant dans le nord du pays, c'est la discrimination qui existe aujourd'hui entre les Nigériens et les ressortissants des autres pays africains qui n'ont pas cette possibilité d'aller au-delà de la ville d'Agadez, alors que les Nigériens peuvent le faire. C'est une discrimination qui est inscrite dans la loi 2015-36. En principe, cette loi est en processus de révision. Je ne sais pas, pour le moment, en tout cas, la version nouvelle n'a pas été adoptée, mais ce sont des situations qui ont été plus ou moins dénoncées par les acteurs
les acteurs associatifs. On voit aussi que la mise en place de ces politiques affecte aussi les migrations circulaires, puisque je disais que le Niger, c'est un pays de départ avec des migrations circulaires qui sont beaucoup plus tournées vers l'Afrique de l'Ouest, mais aussi l'Afrique du Nord. On voit de plus en plus des actions qui contrarient ces circulations migratoires. On peut rappeler toutes les différents rapatriements qui ont lieu, par exemple, au Sénégal, le 26 et 27 mars 2022, avec plus de 1000 Nigériens, en particulier des enfants et des femmes qui ont été rapatriés, qui, soi-disant, ternissent l'image du Niger en faisant la manicité à Dakar. Le rapatriement également du Ghana, le 8 juin 2022, à travers 2 vols charters de milliers de personnes, dont des mineurs, parrainés par des adultes qui sont originaires d'une région du centre-sud frontière avec le Nigeria qu'on appelle la Kanché et Magaria au Niger. Et donc on voit que la mise en place de ces politiques non seulement pose un problème de blocage, mais aussi d'entrave à la liberté de circulation des ressortissants de d'autres pays d'Afrique, mais aussi pour de plus en plus aussi pour les Nigériens. Même si je le disais tout à l'heure, les Nigériens ont la possibilité de voyager en Libye et en Algérie sans entrave. Et donc, pour conclure rapidement, je voudrais dire que l'action publique au Niger, dans le domaine de la gestion des migrations, s'est construite dans une logique d'extraversion, elle-même sous-tendue par une logique d'opportunisme, captation de la rente issue de ces mêmes politiques, opportunités en termes de renforcement des capacités d'équipement de forces de défense et de sécurité, de la justice, professionnalisation des forces de sécurité intérieure pour lutter contre le terrorisme, ce qu'on appelle la criminalité organisée, le quadrillage du territoire à travers la création et l'équipement de postes frontières. On a même eu des postes frontières mobiles qui ont été mis en place au Niger avec l'OIM. La création, tout cela dans un contexte de dégradation de la situation sécuritaire. L'approche préventive de la migration est aussi une opportunité de mobilisation de ressources pour financer le développement, la formation, amélioration à l'employabilité des jeunes filles et garçons, dans un contexte où vous avez une population dont 66% a moins de 25 ans, le développement des filières agricoles, un pays essentiellement agricole, 80% qui vit en milieu rural, qui pratique une agriculture de subsistance, la réalisation d'infrastructures sociales et économiques au niveau d'un certain nombre de communes qui sont suppuyées sur ces routes de migration et le développement d'activités génératrices de revenus, aussi bien au niveau de ces communes, mais aussi surtout au niveau de la ville d'Agadez. Dans un contexte de déficience de l'État, la construction de l'action politique dans le domaine de la migration a mobilisé les acteurs et les partenaires internationaux, l'Union européenne, l'OIM, les États membres aussi, le HCR, les agences de développement, puisqu'il faudrait rappeler que dans le cadre de la mise en œuvre du fonds fiduciaire d'urgence, les différents projets qui ont été financés à hauteur de 200 millions d'euros, les fonds ont transité par les différentes agences de coopération européennes. Et puis, nous avons aussi un certain nombre d'ONG internationales, certaines qui sous-traitent avec le HCR et d'autres aussi qui ont bénéficié des financements européens pour intervenir dans un certain nombre de secteurs de leurs compétences. Le contrôle des migrations, les contrôles des migrations se sont accentués avec l'insécurité et l'instabilité politique dans la région, le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Cela pose la délicate question de la conciliation de l'impératif de sécurité avec les principes et exigences de la liberté de circulation des personnes consacrés par les textes communautaires, puisque le Niger a été indexé d'ailleurs à plusieurs reprises, chaque fois d'ailleurs par la CEDEAO, comme étant un pays qui ne respecte pas, en tout cas pour ce qui concerne la liberté de circulation des personnes et des biens, avec l'application de la loi 2015-36, qui pose vraiment problème parce que cela va à l'encontre des textes communautaires. On
on voit également que l'analyse des formes d'inscription, les nouvelles dynamiques migratoires et les conséquences politiques qui sont dédiées à leur gestion relève le paradoxe, pour ce qui concerne certaines villes de transit, de l'invisibilité de la présence migratoire, mais de la visibilité de l'anti-transit. Voilà, je vous remercie, je m'arrête là, je pense que je ne vais pas dépasser le temps qui m'est imparti. Merci. Merci beaucoup, Harouna. On va peut-être pouvoir prendre quand même 2-3 questions directement sur ta présentation, peut-être pour des précisions. Et on continuera le débat après la présentation de Marcel Kagambega. Je précise avant tout qu'on aura une séance consacrée au Niger et à la loi de 2015 en avril, notre 3e séance, avec notamment la question du respect, ou plutôt des violations, des nombreuses violations liées à l'application de cette loi. Voilà, je vois que Aziz Chéhou est dans les participants ici, qui interviendra en avril. Alors, le temps que éventuellement des mains se lèvent pour des questions, j'aurais 2 petites questions pour toi, Harouna. Une première, donc tu nous as parlé de la distinction entre migrants nigériens et étrangers qui apparaît dans la loi de 2015 et donc dans sa mise en œuvre. Je me demandais si dans le FFU, dont tu as parlé des orientations, est-ce que les projets qui sont liés au FFU sont dirigés que vers les étrangers ou aussi vers les Nigériens? Et la deuxième question qui est liée, parce que finalement dans les Nigériens qu'on tente de retenir, il y a surtout cette immigration de la mendicité que tu as évoquée, par exemple pour les rapatriements du Sénégal, voilà, et du Ghana. J'avais aussi peut-être entendu parler de rapatriement du Bénin. On sait que ça a été aussi initialement la base de l'accord entre l'Algérie et le Niger pour des renvois, sachant que ensuite ça a été élargi à d'autres Nigériens puis à des étrangers. Qu'est-ce que tu peux dire de cette migration de la mendicité? Est-ce que c'est un phénomène qui date justement des années 2010, du début des années 2010, ou est-ce que c'était lié auparavant? Et comment elle évolue et comment c'est abordé? Voilà. Alors, je vois qu'une main... Ben voilà, Aziz Chéhou a levé la main, donc je laisse... Voilà, on peut prendre une question en plus, là. Merci bien Delphine. Je salue au passage le professeur Moukaila Harouna pour son brillant exposé. Il a brossé la situation, en tout cas, de la question migratoire au Niger, que ce soit l'aspect politique, l'aspect économique, social, et l'aspect droits humains. Nous ne pouvons que saluer, en tout cas, cette description très clair du professionnel qu'est le professeur Harouna, avec son expérience en la matière. Et j'ai peut-être une question parlant des rapatriements des Nigériens des autres pays. Le professeur a fait allusion au rapatriement de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Mais j'aurais voulu entendre l'appréciation en tout cas de l'expert sur ce qui se passe du côté de l'Algérie, où ces derniers temps, il est enregistré d'importants refoulements. Avant, c'était une fois par mois, mais de plus en plus, nos collègues nous rapportent en tout cas des entrées à hauteur de 2 convois par semaine, et ce sont des milliers de personnes qui viennent non seulement des Africains, mais aussi des autres continents. Je ne sais pas si peut-être au tout début, le professeur avait eu à évoquer cette situation, mais j'aurais bien voulu entendre l'appréciation qu'il fait de ces expulsions, en tout cas qui ne respectent pas dans leur essence les droits humains. Merci.
Merci. Et on a une autre question dans le chat de Diara Krikou. Est-ce qu'il existe une politique nigérienne d'accueil des migrants de retour ou l'accueil est-il l'affaire des institutions internationales? Alors Aruna, là tu as 3 questions si tu veux y répondre maintenant. Ok. Merci bien. Merci pour les questions. Je vais essayer d'aller vite. Pour ta première question sur migrants nigériens, la distinction, la discrimination qui est faite dans la loi, cette discrimination, elle est faite dans la loi, d'autant plus que la loi 2015-36, elle pénalise le transport, l'accueil et l'hébergement, le transport de résidents non permanents du Niger ou de personnes qui ne sont pas de nationalité nigérienne, à la fois pour ce qui concerne l'entrée, le séjour, mais aussi la sortie du Niger. Alors que pour ce qui concerne la sortie des Nigériens, même si on sait que ceux qui vont en Algérie, en Libye ne remplissent pas les conditions, puisque le visa leur est exigé, ils peuvent le faire sans problème. Déjà, aux premières heures de l'application de la loi 2015-36 en 2016, il y a eu quand même une instruction qui a été donnée, notamment aux forces de police au niveau de la région d'Agadez, d'intercepter tout véhicule transportant des migrants non nigériens au-delà de la ville d'Agadez. Voilà, donc ça c'est le premier aspect. Deuxième aspect, deuxième question, c'est sur le fonds fiduciaire d'urgence. Le fonds fiduciaire d'urgence concerne les Nigériens, mais ça concerne aussi les personnes d'origine étrangère, puisque quand on prenait les programmes d'aide au retour volontaire et à l'intégration, ce sont des programmes qui sont financés par en fait le fonds fiduciaire d'urgence, les finance aussi à travers l'OIM. Et donc on sait que dans le cadre de ces programmes-là, vous avez quand même des migrants qui bénéficient à la fois, qui sont à la patrie et donc transportés. Mais en même temps, on a aussi des actions dans le domaine de la formation, par exemple sur les business plans, sur la mise en place d'activités génératrices de revenus. Il y a aussi eu le financement d'un certain nombre d'activités génératrices de revenus dans les pays de départ. Les gens ont été accompagnés dans leur pays de départ. Et ensuite, pour ce qui concerne, pour la troisième question avec l'Algérie, là c'est un peu compliqué puisque on parle d'un accord qui a été signé en 2014. Au départ, quand cet accord a été signé, il portait sur le rapatriement de 3000 personnes. 3000 personnes, 3000 Nigériens. Et quand l'Algérie a commencé avec les 3000, l'Algérie a continué à expulser au-delà des 3000. Et en même temps, elle a commencé aussi à expulser les ressortissants des autres pays vers le Niger. J'ai évoqué tout à l'heure, j'ai donné les chiffres, c'est plus de 50 000 personnes, 40 000 personnes pour ceux qui concernent les ressortissants des autres pays, mais aussi un peu plus de 50 000 pour ceux qui concernent les ressortissants nigériens. Donc l'Algérie, aujourd'hui, continue à expulser. Parfois, c'est des rapatriements, puisque les personnes sont transportées jusqu'à Agadez, mais le plus souvent, ce sont des expulsions qui sont opérées à la fois pour les Nigériens et les personnes d'autres nationalités. Bon, à un certain moment, l'idée c'était de dire que ces personnes-là sont passées par le Niger, puisque le Niger a protesté à plusieurs reprises au niveau de l'Algérie, mais cette protestation n'a pas été entendue puisque l'Algérie a continué à expulser le Niger, se disant que c'est pas question que l'Algérie expulse les personnes d'origine qui ne sont pas des Nigériens vers le Niger. Et pour l'Algérie, c'est des gens qui sont passés par le Niger. Donc, du coup, s'il faut les expulser, il faut les expulser vers le Niger. Et donc, on a cette situation-là qui est là. Et on voit aussi que, pour ce qui concerne la migration de la mendicité que vous avez évoquée, ce sont des gens qui partaient essentiellement en Algérie. Ce sont des femmes qui partaient essentiellement en Algérie. Ça n'a pas commencé en 2010, ça a commencé bien avant 2010, compte tenu du contexte dans les espaces de départ, de pression démographique et puis d'un certain nombre de facteurs socio-économiques qui font que ces personnes-là vont.
mais de plus en plus avec la tradition pour ces femmes de partir dans ce pays-là, on observe que avec la mise en place des politiques, puisque depuis le drame de Kanché, dit de Kanché de 2013, il y a quand même un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en œuvre pour essayer de les bloquer. On a aussi un certain nombre d'actions qui ont été entreprises au niveau des villages de départ, dans le cadre, par exemple, du développement des activités génératrices de revenus, en organisant les femmes en groupement, en mettant en place même quand même un certain nombre de... il y a eu, par exemple, avec le projet, les observatoires sur les migrations qui ont été mis en place. Donc, il y a quand même un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place à la fois pour réduire les départs, mais malheureusement, on voit que malgré toutes ces actions qui sont entreprises là, les femmes non seulement continuent à partir en Algérie, avec de plus en plus un certain nombre de stratégies, avec la mise en place d'une migration par étapes, mais aussi le contournement des voies qui sont contrôlées. Et on voit aussi que on a comme de plus en plus les routes vers l'Algérie sont contrôlées, elles essaient de retrouver des routes alternatives. Et une des routes alternatives qui a été trouvée, ça a été le Sénégal. À un certain moment, elles ont été rapatriées, ça a été le Ghana, mais je sais qu'elles sont aussi dans un certain nombre de capitales d'Afrique de l'Ouest. Mais la présence qui a été la plus marquante, qui a suscité une réunion du gouvernement et la mise en place de vols charters, c'était surtout cette présence de milliers de personnes à Dakar, avec le reportage qui a été fait par une télévision sénégalaise, qui a alerté les autorités, en fait, qui a choqué les autorités nigériennes et qui ont décidé de les rapatrier. Par la suite aussi, ça a été le cas pour le Ghana. Elles ont été rapatriées du Dakar. Voilà ce que je peux dire. Je ne sais pas si j'ai répondu à cette question. Il y avait la petite question sur les retours. Est-ce que le Niger a une politique de retour des migrants nigériens ou est-ce le fait des institutions internationales? Pour ce qui concerne le retour des Nigériens, je pense qu'il faut distinguer deux choses. Avec la crise sécuritaire, que ce soit au Mali, mais beaucoup plus dans le nord-est du Nigeria, le Niger a enregistré l'arrivée sur son territoire de ce qu'ils appellent les retournés, 35 000 personnes. C'est-à-dire que c'était des Nigériens qui étaient installés de très longue date au Nigeria et qui, compte tenu de la crise sécuritaire, sont revenus au Niger. Et pour l'essentiel, leur prise en charge, c'est surtout les institutions, c'est OCHA, c'est le ICR. L'État n'est pas très présent pour ce qui concerne cette question du retour. Et maintenant, pour ce qui concerne les autres retours, parce qu'il y a eu, je pense que le phénomène des retours, on peut faire même l'historique, parce que dans ce cas, il faut faire l'historique des expulsions qu'il y a eu, depuis la fin, les premières expulsions qu'il y a eu vers la fin des années 60 du Ghana, avec la mise en place de l'Alliance Compliance Orga, où il y a eu des dizaines de milliers de Nigériens qui ont été rapatriés. Il y a eu quand même un certain nombre d'actions qui ont été mises en place très ponctuelles, mais il n'y a pas une vraie politique sur la question de l'accueil des Nigériens qui reviennent d'ailleurs. Si on regarde dans le document de politique nationale de migration, vous avez notamment l'axe 1 qui évoque cette question-là, mais il n'y a pas concrètement, pour ce qu'on voit sur le terrain, c'est beaucoup plus des institutions internationales qui s'occupent de ça que l'État lui-même qui n'a pas suffisamment de moyens. On peut faire le même parallèle avec les déplacés internes aujourd'hui, avec les plus de 300 000 déplacés internes que nous avons au niveau du Niger. Pour l'essentiel, leur prise en charge est laissée aux organisations humanitaires. Le Niger n'ayant pas les moyens de pouvoir faire face à ça. Merci beaucoup, Harouna. Alors, j'ajoute juste la petite question d'Aziz Chéhou pour savoir si, Harouna, tu es en possession du document, de l'accord entre le Niger et l'Algérie sur les rapatriements. Et j'en profite pour dire, alors si tu l'as, c'est merveilleux, tu pourras échanger et le dire.
Mais j'en profite pour proposer une idée pour notre collectif. On sait qu'une des difficultés lorsqu'on fait les recherches sur les politiques migratoires africaines, c'est le manque de transparence sur tout un ensemble, soit d'accords bilatéraux, comme des accords de rapatriement ou d'expulsion, ou même pour obtenir des projets de loi, comme c'est le cas des projets de loi au Maroc, par exemple. Et ce qu'on peut essayer de faire au sein du collectif et avec notre carnet hypothèse, c'est de collecter des textes de loi ou des textes d'accords internationaux, si certaines personnes arrivent à les obtenir par leurs propres moyens, et de les publier sur notre carnet. Voilà, c'est une proposition à suivre. En attendant... Mais pour ce qui concerne les accords, l'accord entre le Niger et l'Algérie, nous, on n'a pas vu ça. Moi, personnellement, je ne l'ai pas vu. Ça a été abordé par... notamment quand on a fait les enquêtes au niveau d'Agadez, mais aussi on parle chaque fois de ça, mais on n'a pas une copie de ça. Personne n'est capable de vous donner une copie de ça. Exactement. Et ça, c'est très intéressant parce que l'Algérie cite toujours cet accord. Bon, le Niger aussi, au départ. Et finalement, existe-t-il cet accord? Est-ce que quelqu'un l'a déjà vu? C'est une question à creuser, c'est très intéressant et important. Mais pour ce qui concerne les lois sont, ça, c'est pas compliqué à voir. Les lois, c'est pas, surtout, alors ça dépend. Il s'agit de lois qui sont passées à l'Assemblée au Niger, nationale. Oui. Bon, ça, c'est pas compliqué. En tout cas, pour ce qui concerne le Niger. Par exemple, la loi 2015-36 sont là. Oui, bien sûr. Ça, il n'y a pas de problème. Toutes les politiques sectorielles aussi qui ont été élaborées, que ce soit dans le domaine de la sécurité, ou dans le domaine de la migration, c'est des documents qui sont disponibles, qu'on peut avoir sans difficulté. Par contre, pour ce qui concerne les accords entre les États, ce n'est pas très évident. Ce n'est pas évident. Voilà, on peut envisager un forum, une plateforme d'échange sur des textes particulièrement difficiles à trouver parce que il n'y a pas une volonté de les rendre disponibles, qui font même parfois sinon douter de leur existence, et qu'on pourrait essayer de trouver et de partager en mutualisant les efforts. Peut-être un élément à discuter, à réfléchir. Mais nous allons passer à notre deuxième intervenant, donc Marcel Kagambega. Donc on reste sur la thématique des politiques migratoires ouest-africaines, des contradictions et des ambiguïtés des pouvoirs publics, mais en parlant cette fois du Burkina Faso et des accords avec la France. Donc, Marcel, nous vous écoutons. Alors, merci beaucoup Delphine. Je suis heureux de partager avec vous une partie de mes travaux. J'espère que tout le monde m'entend. Oui, très bien. Très bien. Alors, donc, il faut d'abord signaler que moi, j'ai travaillé sur le rôle des États de la CEDEAO dans l'encadrement juridique des migrations sud-sud et sud-nord. Donc, ce qui m'a permis en réalité de faire un inventaire des différents accords qui ont été signés entre ces États-là et la France notamment, me permettant effectivement de les analyser et de m'appesantir beaucoup plus précisément sur les derniers accords, ceux qu'on a appelés les accords de réadmission. Alors, avant tout propos, il me semble que il est intéressant de rappeler que même pendant la période effectivement de l'annexion des territoires africains, il y a eu les traités de paix et de protectorat où certains rois et roitelets africains se sont opposés. On peut parler par exemple du roi du Dahomey, on peut parler de Soundiata Keïta, on peut parler aussi, on va dire quoi, du peuple Lobi, où effectivement certains se sont opposés et il y a des écrits effectivement qui permettent de révéler ça. Il ressort aussi dans certains travaux que, par exemple, le roi du Mossi était plus accommodant, ce qui permet d'expliquer, il me semble, certains faits aujourd'hui par rapport à la posture de certains peuples, de certains États. Alors, en ce qui concerne le Burkina Faso, donc pour ceux qui
qui ne connaissent pas très bien l'histoire du Burkina Faso, il faut dire que avant c'était la Haute-Volta, donc créée en 1919, et les travaux de Albert Long, par exemple, montraient que c'était un réservoir de main-d'œuvre qui sera très vite mis en œuvre par le système colonial, par l'administration coloniale, pour essayer de mettre en chantier tout ce qui est exploitation des territoires, surtout des territoires côtiers. Alors, donc, il sera mis en place une migration forcée vers les grands chantiers coloniaux, comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Mali. Et pour des raisons également migratoires, la colonie de la Haute-Volta sera supprimée en 1932 et reconstituée dans ses limites actuelles. Mais ce qui nous semble important de souligner, c'est que cette suppression-là faisait suite au départ d'un certain nombre de voltaïques vers le Ghana, donc le Ghana, un pays anglophone, où la législation en réalité du travail était beaucoup plus flexible et beaucoup plus généreuse. Alors, donc, Burkina Faso veut dire pays des hommes intègres. En ces périodes troubles, il convient de rappeler que nous sommes à notre 8e coup d'État. Donc, clairement, dans la constitution burkinabé, le coup d'État est anticonstitutionnel. On peut noter de passage que malgré ce fait-là, les putschistes arrivent à prêter serment devant le Conseil constitutionnel, donc qui est censé être une représentation des sages. Donc une population de 22 millions d'habitants, une diaspora au Ghana, les chiffres sont pas très précis, mais environ 2 millions de Burkinabés. Au Mali, à peu près le même chiffre. Au Gabon, on parle aussi d'1 million. En Italie, on a à peu près 60 000 Burkinabés. Et en France, nous n'avions que, selon les chiffres officiels, nous n'avions que 5 700 Burkinabés. Pourtant, c'est avec ce pays, la raison historique l'oblige, que effectivement les migrations sont beaucoup plus médiatisées, et ce qui permet d'expliquer pourquoi ces accords-là deviennent importants en termes d'analyse. Alors, si on regarde avec les chiffres que je viens de donner, les effets du 19e siècle réapparaissent par rapport au transfert au transfert, par exemple, de la diaspora. On remarque, par exemple, qu'au Ghana, on a 192 millions de transferts de Burkinabé au Ghana. Ensuite, suivent l'Italie, le Mali, et la France n'est qu'en 4e position. Le Niger, le Gabon, et ainsi de suite. Je reviendrai un peu pourquoi, effectivement, je donne ces chiffres-là. Et je vais présenter maintenant, on va dire, la situation exacte par rapport à l'accord franco-burkinabé. Donc, on peut dire dans un premier temps que le Burkina Faso est un tel pays d'immigration qui a du mal à s'assumer au travers de plusieurs paradoxes. L'accord franco-burkinabé sur la gestion concertée des flux migratoires et le développement solidaire a été signé à Ouagadougou le 10 janvier 2009. Il a été conclu dans une extrême précipitation. En moins de 2 mois, seulement 2 rencontres de travail des experts français et burkinabés. L'urgence s'expliquait aussi par le refus, surtout du Mali, de signer le même accord proposé en dépit de multiples pressions françaises. L'accord franco-burkinabé permettait alors, sur un plan ne serait-ce que théorique, de régler indirectement, entre autres, le sort de nombreux migrants maliens irréguliers en France, en prévoyant une disposition dans ce sens, notamment, effectivement, l'article 11. En contrepartie de promesses d'aide au développement plus conséquents, l'accord franco-burkinabé répond à toutes ces exigences. Donc, l'illusion, l'obsession de tirer rapidement une contrepartie financière semble avoir pris le pas sur une appréciation globale de l'enjeu de l'accord proposé par l'ancienne puissance coloniale. Alors, on peut aussi interroger, par exemple, la question de l'acceptation de la réadmission de migrants illégaux d'États tiers sur le territoire burkinabé. Il y a un précédent en réalité. Donc, en plus d'avoir accepté l'expulsion de ses propres ressortissants en situation irrégulière séjournant sur le territoire français, les autorités burkinabés ont accepté la réadmission de ressortissants d'États tiers.
une stipulation qui rappelle en réalité certaines compromissions des autorités burkinabées vis-à-vis de la France. On peut se rappeler par exemple que l'ancien président Blaise Compaoré, signataire de l'accord en réalité, avec une rapidité inquiétante, avait fait du Burkina Faso le seul pays ouest-africain à accueillir sans contrepartie les expulsés de Folombré. Il s'agissait de 14 Algériens accusés d'appartenir à des mouvements terroristes. Du reste, l'article 11 portant réadmission d'États tiers stipule très clairement, donc après accord préalable entre les parties, la partie requise à réadmettre sur son territoire d'un État tiers en situation régulière de la partie requérante. Donc la partie requérante doit établir que le ressortissant tiers a sa résidence principale sur le territoire de la partie requise avant d'arriver effectivement sur son territoire. Après avoir épuisé toutes les diligences pour tenter de réadmettre directement la personne concernée son pays d'origine, prendre en charge les frais de voyage entre le territoire de la partie requise et la destination finale. Se cache aussi, et vous le savez mieux que moi, la question effectivement du laissez-passer consulaire, qui peut être une arme que les pays effectivement peuvent utiliser soit pour bloquer ou empêcher ou voire retarder effectivement un certain nombre d'expulsions. Alors, l'accord aussi prévoit le droit de circuler pour une minorité de Burkinabés. Alors, donc, la France accorde à la demande insistante de la partie burkinabé un droit d'entrée à certains Burkinabés. Donc, il s'agit en réalité des hommes d'affaires, les commerçants, les avocats, les universitaires, les scientifiques, ainsi de suite. Les personnes appelées à recevoir aussi régulièrement des soins médicaux en France, sous réserve de présentation de garanties financières. On voit bien qu'il s'agit en réalité de Burkinabés qui ont négocié l'accord. L'élite, en réalité, la bourgeoisie burkinabé, en réalité, ceux-là même qui sont moins tentés par une installation durable en France. Il s'agit alors des Burkinabés qui ont négocié l'accord. Donc, il s'agit en réalité qui ont négocié la bourgeoisie burkinabé. C'est la matérialisation alors de l'immigration choisie. Dans les accords migratoires franco-africains, il n'a pas qu'une fait qu'encourager, au fond, l'immigration illégale, puisque nous assistons à une obligation une assignation effectivement à résidence pour un certain nombre de Burkinabés. Dans cette doctrine qui organise, au fond, la fuite des cerveaux des jeunes Africains, une préférence est accordée aux étudiants, des droits importants aux Burkinabés titulaires de la carte compétences et talents, par exemple. Le marché du travail français est aussi ouvert, en théorie, en réalité, aux Burkinabés. Là, on a une liste de 64 métiers qui ne sont pas opposables, qui ne sont pas opposables. Dans la réalité, l'accord est très méconnu des Burkinabés, très souvent ignoré délibérément par les directions départementales du travail et les préfectures françaises, qui appliquent au fond et méthodiquement souvent la préférence nationale en matière d'emploi. On peut également s'interroger sur l'illusion en matière de retour des étudiants au Faso. Donc, selon les rares statistiques dont on dispose, entre 2009 et 2011, 1712 étudiants burkinabés ont été inscrits dans les universités françaises. On conviendrait que ces chiffres sont sans doute erronés. L'ambassade du Burkina Faso en France est dans l'impossibilité de fournir des chiffres. Alors, pourquoi? Parce que le fichier au niveau du consulat, au niveau de l'ambassade, est fait en fonction de ceux des détenteurs de la carte consulaire. Donc, tous les Burkinabés, par exemple, qui n'ont pas de carte consulaire, sont inconnus du fichier, ce qui, effectivement, permet de dire qu'il y a un nombre important de Burkinabés qui sont tout simplement inconnus, on va dire, des responsables burkinabés, on va dire en France. Alors, on peut également questionner, pour aller un peu plus vite aussi, faut-il repenser ou dénoncer les accords sur la gestion concertée des flux migratoires? Parce qu'au fond, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de dysfonctionnements, un certain nombre de mépris et un certain nombre d'incohérences effectivement dans ces accords-là, qui restent en réalité des accords signés ne serait-ce qu'entre les dirigeants. En dénonçant le 2 mai 2022 pour atteindre à la souveraineté nationale l'accord de défense conclu avec la France, le Mali a ouvert la boîte de Pandore.
des chercheurs non avertis découvrent la capacité d'un État anciennement colonisé à dire non à un ancien État colonisateur. En réalité, de grands pays ouest-africains émetteurs de migrants, comme par exemple le Mali, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, ont refusé au début des années 2000 de signer les accords sur la gestion concertée des flux migratoires. Donc, on peut également se poser la question par rapport à l'occurrence ou au dysfonctionnement des systèmes ou des accords effectivement qui sont signés, et voir et constater que dans un premier temps, le Burkina Faso sert beaucoup plus, on va dire, à fonder l'espoir par rapport à une aide au développement beaucoup plus conséquente. Selon les enquêtes qualitatives que j'ai pu mener, par exemple, auprès des signataires de ces accords-là, ils sont dans l'impossibilité de dire exactement quels sont les montants qui ont effectivement été alloués, quelles sont les différentes dispositions dès lors qu'il n'y a plus de comité de suivi. En tout cas, il n'y a pas de rencontre bilatérale pour pouvoir statuer et faire le bilan. On est face à une situation comme si les accords étaient en réalité des accords morts-nés. Donc chaque partie en réalité essaie au maximum de ne pas aborder cette question-là, d'autant plus que quand on interroge par exemple les Burkinabés qui vivent à Bordeaux par exemple et même à Paris, très peu sont au courant de la signature des accords. Les étudiants qui arrivent, c'est aussi effectivement pas des voies parallèles qui sont pas, on va dire, en relation directe effectivement avec effectivement cet accord-là. Donc, l'accord prévoit par exemple 504 salariés au Burkinabé, des cartes compétences et talents. Et l'accord aussi ne prévoit pas, par exemple, l'augmentation des frais de scolarité dans les universités françaises, même si effectivement l'application est relative. Bref, l'accord, en tout cas, montre du côté burkinabé un certain nombre de contradictions. Pour un pays d'émigration, même si certains travaux montrent que c'est aussi un pays d'immigration et de transit aujourd'hui, mais nombreux sont les Burkinabés qui se retrouvent à l'extérieur et donc qui ont besoin d'une protection, on va dire, juridique, une protection bilatérale efficiente, puisque le pays compte aussi sur ces transferts financiers de la diaspora. On peut par exemple regarder qu'en Italie, on a, je disais tantôt, au moins 60 000 Burkinabés. Il n'y a pas d'accord bilatéral entre le Burkina Faso et l'Italie. On peut constater qu'en Afrique, par exemple, au Gabon, l'accord bilatéral qui avait été signé entre le Burkina Faso et le Gabon a été dénoncé par la partie burkinabé très rapidement, dès lors qu'il y a eu des dysfonctionnements dans la mise en œuvre, donc le Burkina Faso avait dénoncé. De même, l'accord avec la Côte d'Ivoire avait aussi été très rapidement dénoncé en 1963, quand effectivement on s'est rendu compte que la partie ivoirienne ne respectait les clauses contractuelles. Par contre, avec la France, la question de la dénonciation de l'accord ou de la remise en cause, pour le moment, ne se pose pas. On peut aussi voir que de plus en plus, l'intervention des structures associatives pour essayer d'influer et de pousser, en tout cas, les gouvernants vers des accords plus ou moins gagnant-gagnant qui encadrent et qui protègent effectivement, on va dire, les Burkinabés. Au fond, qu'est-ce qu'on peut aussi remarquer, c'est que si en réadmettant par exemple un migrant malien en situation irrégulière sur le territoire burkinabé, toutes les conséquences sociales que cela peut engendrer au regard des liens séculaires qui lient effectivement le Mali, par exemple, et le Burkina Faso. Donc, autant de questions qui montrent que la question n'est peut-être pas traitée avec toute la suffisance que cela mériterait, et que l'intervention des ONG, des associations et même des migrants permettent effectivement, on va dire, de recomposer, de reconstituer ou de remettre en cause effectivement des accords que certains beaucoup appellent des accords coloniaux.
Donc, la question de la colonialité du pouvoir, donc ça veut dire la durabilité, on va dire, de la colonisation dans un contexte nouveau, dans un contexte de souveraineté nationale se pose. Et les acteurs, effectivement, comment peuvent-ils intervenir pour remettre en cause tous ces textes qui sont en réalité des textes léonins et des textes qui sont inapplicables souvent, incompris, parce que cela rentre en compte dans la politique d'externalisation en réalité des frontières européennes, voire des frontières françaises effectivement dans certains pays. Donc voilà globalement ce que j'avais prévu de présenter sur cette question-là, tout en laissant le champ libre effectivement aux questions qui pourront permettre de donner plus de précision. Je vous remercie. Merci beaucoup. Une présentation qui suscite beaucoup de questions, qui lance beaucoup de pistes. On va faire la même chose. On va peut-être avoir des questions déjà directement sur votre présentation, puis on pourra peut-être élargir plus tard, après, aux deux présentations. Et d'ici que les mains se lèvent, même si Stéphanie a été super rapide, je pose ma question puisque j'ai la main pour l'instant. Je me demandais si l'article 11, donc pour la réadmission des ressortissants d'États tiers, a été mis en œuvre. Est-ce qu'il y a eu vraiment du coup des réadmissions de non-burkinabés au Burkina? Alors, si j'ai bien compris, c'est à la condition qu'ils aient leur résidence au Burkina. Alors, à la condition, effectivement, qu'ils attestent qu'on arrive... Pardon, je finis ma question et puis ensuite, on va prendre toutes les questions. Excusez-moi. Et si il y a eu des retours donc des expulsions d'étrangers, donc non burkinabés au Burkina, qu'est-ce qu'en a fait le Burkina? Est-ce qu'il a pu s'arranger avec les pays d'origine ensuite? Est-ce qu'il y a eu les laissez-passer? Est-ce que ça fait un impact sur leurs relations diplomatiques? Enfin voilà, la mise en œuvre, ça c'est vraiment, je pense, un aspect assez méconnu et très très intéressant, sachant que j'en profite pour dire qu'il y a de plus en plus de projets de pays européens, mais aussi des États-Unis, de pouvoir renvoyer des Ouest-Africains vers n'importe quel pays de la CEDEAO et ensuite ces pays se débrouilleraient entre eux. Et juste une dernière rapide question. Vous avez dit que certains pays avaient refusé les accords avec la France. Comment vous expliquez ça, que le Burkina finalement n'arrive pas trop à résister, même si finalement il va peut-être dénoncer l'accord, on ne sait pas, avec les nouveaux régimes. Mais qu'est-ce qui fait cette différence, par exemple, entre le Burkina et le Mali ou le Nigeria? Est-ce que c'est parce que le Burkina n'écoute pas assez sa population, ou tout simplement parce qu'il n'y a pas assez peut-être de militants, de personnes qui sont informées au Burkina? Alors Stéphanie, excuse-moi, ta question ou tes questions? Oui, en fait, tu m'as piqué ma question. Non. Mais c'est pas grave, merci. Merci Marcel et merci Aruna. Oui, j'avais cette question pour Marcel dans un premier temps. Pourquoi le Mali dit non depuis plusieurs années? Qu'est-ce qui explique selon vous cette irréductibilité du Mali, qui vient moins finalement de l'État malien que de la diaspora malienne? Et enfin ça, voilà, c'est ceux qui travaillent sur le Mali depuis longtemps, un peu comme moi, savent que la diaspora malienne et la diaspora française est très active sur ces questions. Donc le Mali dit non, d'autres pays disent oui. Le Mali a continué de dire non, même à l'issue du sommet de la Valette. Le Mali arrive tant bien que mal à négocier. Et après, ma question peut s'élargir envers aussi Aruna, pour savoir s'il y a ce qu'il en est aujourd'hui du débat politique au Niger, interne au Niger. Parce qu'on voit par exemple qu'au Niger, il y a des députés issus de la diaspora à l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas le cas du Mali. Donc ça, c'est intéressant aussi à voir, c'est qu'au Mali, depuis plusieurs années, une représentation de la diaspora à l'Assemblée nationale est souhaitée et demandée par le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, par différents
différentes représentations de la diaspora. Et au Niger, cette représentation existe, et je me demandais si, voilà, depuis cette loi-là, 2015, il y a une discussion au Niger, au sein de la classe politique, pour revenir sur cette loi. Est-ce que, voilà, ces politiques, comme vous l'avez dit aussi, Marcel, qui se font, qui se défont, est-ce qu'elles ont la possibilité de se défaire au final? Est-ce que ces lois peuvent être défaites? Je m'arrête là, merci. Merci Stéphanie. Azizou? Oui, merci aussi à Gambega pour avoir brossé la situation, en tout cas depuis l'état immémorial jusqu'à l'heure actuelle, de la situation de la migration, en faisant le lien avec la France. Je me dis aussi que ces discussions-là peuvent aller dans le même sens que ces politiques dites d'externalisation qui affectent, comme l'a dit le prédécesseur aussi, la migration circulaire d'une certaine manière. Je sais que réadmission pour réadmission, les politiques d'externalisation ont affecté quelque peu les relations de solidarité entre les pays membres du même espace géographique politique que la CEDEAO. J'ai juste une question en attendant les autres débats. Quelle appréciation faites-vous de la migration vers le Burkina Faso des autres ressortissants de la CEDEAO depuis l'avènement de cette politique d'externalisation des frontières européennes? Merci. Merci. Je vois aussi une question de Anouar. D'accord, merci. J'ai posé ça tout à l'heure, mais je ne vois pas, ça n'apparaît pas. En fait, c'est concernant effectivement le Mandien qui sont fréquemment rapatriés du Niger, par exemple, au Ghana récemment. Il y a eu le cas de l'initiative de l'État au Sénégal, au-delà même des pays qui ne sont pas maghrébins, qui ne sont pas membres de la CEDEAO. Mais est-ce que cela peut interpeller, par exemple, le membre de la CEDEAO d'adopter une politique malgré l'existence d'un cadre juridique de circulation des personnes et des biens, de référer ces personnes là où d'adopter une politique d'une prise en charge ou de les rapatrier. En fait, c'est un peu ça l'idée. Est-ce que ça peut influencer vraiment la décision des États membres de la CEDEAO? Alors, on n'a pas eu, il y a eu quelques problèmes de connexion. Alors, peut-être si la question est, vous pouvez aussi l'écrire si elle n'a pas été complètement entendue, je ne sais pas, par Aruna et Marcel. En tout cas, on peut laisser pour l'instant répondre Marcel. Merci. Merci beaucoup, Delphine. Alors, par rapport effectivement à la réadmission, je me suis intéressé à la question et j'ai essayé de me rendre à l'ambassade du Burkina Faso à Paris. Et j'ai eu un entretien avec l'ambassadeur dans un premier temps, ensuite Madame le consul. Alors, c'était des questions très gênantes qui finalement pour me dire que par rapport aux nationaux, donc par rapport aux Burkinabés, de 2009 jusqu'en 2021, puisque l'entretien est en 2021, il n'y a eu que 2 expulsés. Alors, donc il y en a eu 2 expulsés. Par rapport à la réadmission des ressortissants d'États tiers, là, il semble être catégorique en disant que à leur connaissance, ce qui est paradoxal puisque c'est eux en réalité qui doivent délivrer le laissez-passer consulaire. À leur connaissance, il n'y a pas eu pour le moment en tout cas, de réadmission d'État tiers.
Je pense que si cela était le cas, ça pourrait créer des incidents non seulement diplomatiques, une crise de confiance profonde entre ces États-là, notamment le Mali, qui est manifestement aussi visé effectivement par cet accord-là. Il faut dire que c'est des accords en réalité où certains pays se sont bien tirés. Si je prends par exemple le Sénégal, alors le Sénégal a très bien négocié son accord. Une disposition par exemple que je n'ai pas dite, par exemple, l'accord de 92 qui a été signé avec tous les mêmes États de l'Afrique, en fait, la plupart des États de l'Afrique de l'Ouest, l'accord disposait qu'au bout de 3 ans de présence régulière sur le territoire français, le titulaire, en fait, le ressortissant du pays, pouvait demander une carte de 10 ans. Donc, les Sénégalais aujourd'hui continuent à faire valoir, par exemple, cette disposition auprès des préfectures, accompagnées effectivement par leurs avocats, leurs conseils. Pourtant, le même accord, la même disposition disparaît, on va dire totalement, dans l'accord effectivement franco-burkinabé. Alors, qu'est-ce qui explique ça? Je me suis dit peut-être que c'est un peu un certain laxisme, peut-être des autorités burkinabées dans l'examen. Ou dans l'analyse effectivement sur cette question, en se disant que de toute façon, il y a très peu de Burkinabés en France et que cela n'impacterait pas effectivement, on va dire, les Burkinabés qui sont sur place. Alors, c'est une fausse hypothèse, c'est une fausse idée en réalité, parce que ne serait-ce qu'à Bordeaux, nous sommes chaque fois en train de conseiller, d'orienter des Burkinabés qui se retrouvent en situation irrégulière. Donc, et je pourrais ajouter que la diaspora burkinabé a été écartée systématiquement des négociations bilatérales lors effectivement de ces accords-là. Et c'est après avoir effectivement ratifié, après avoir effectivement signé, qu'il y a eu une conférence à l'ambassade du Burkina pour informer les Burkinabés des bienfaits de l'accord. Alors, l'indignation était totale, puisque ces personnes-là qui connaissent bien le droit français et le droit international ont tout simplement essayé effectivement d'expliquer que c'était trop tard. Donc, je pense qu'il y a eu, au fond, peut-être une pression moins importante que de la diaspora, par exemple, malienne, qui est très à cheval, qui est très active, qui intervient, et aussi, effectivement, le nombre de ressortissants, effectivement, d'un pays comme de l'autre, effectivement, dans l'état d'accueil qui est la France. Alors, c'est ce que je pouvais dire, effectivement, sur la première question. Alors, donc, pourquoi le Burkina a signé? Tout simplement, c'est ça. Alors, quand vous regardez la composition du gouvernement burkinabé signataire de cet accord-là, on a au moins, j'ai compté au moins 9 ministres qui étaient des docteurs. Donc, on peut se permettre de dire que lors du Conseil des ministres, il y a eu certainement peut-être des remises en cause, de dire, bon, attention, il y a peut-être un certain nombre d'aspects. Est-ce que la hantise ou l'obsession d'avoir une aide au développement beaucoup plus conséquente a pris le dessus? Et n'oublions pas que certains accords aussi sont signés par l'effet de prince. On a, par exemple, le président burkinabé, c'était Blaise Compaoré, 27 ans de pouvoir. Le Burkina Faso était un bon élève de la France. Le Burkina Faso négociait, Monsieur Kouda pourrait peut-être me dire le contraire, mais le Burkina Faso négociait avec des terroristes pour la libération d'otages, par exemple, français dans le Sahel. Bref, pour dire qu'il y avait une parfaite entente entre effectivement les autorités françaises et les autorités burkinabées. Et j'oubliais peut-être de préciser que le même type d'accord a été signé avec le Bénin. Voilà. Donc, avec les mêmes dispositions. Donc, on a 2 accords types, en réalité, et l'accord sénégalais, effectivement, fait un peu la différence, tout en soulignant que, par exemple, l'accord du Sénégal, l'accord franco-sénégalais, dispose, par exemple, que pour la régularisation des ressortissants sénégalais en France, il y a un certain nombre de métiers. Par exemple, la sécurité, le gardiennage. Alors, parce que les négociateurs sénégalais avaient bien compris
que beaucoup de Sénégalais, comme beaucoup d'Africains, on peut le constater, travaillent dans des secteurs de pénibilité, donc en tension, et ça permettait effectivement on va dire, de régler, en tout cas de les régulariser. Stéphanie, alors pourquoi le Mali a dit non? Alors c'est vrai que j'ai essayé en réalité de parler des traités de paix et de protectorat pour dire que attention, peut-être on a une hypothèse intéressante par rapport à la résistance des peuples. Quand on regarde au fond, Soundiata Keïta, le peuple mandingue, c'est toujours, en fait, pendant longtemps en tout cas, s'est opposé à l'installation, malgré l'annexion militaire, pour permettre de... Alors, aujourd'hui, quand on regarde les accords de défense, le gouvernement actuel, avec tout ce qu'on peut dire effectivement sur cette question-là, mais ils remettent en cause un certain nombre d'accords. Est-ce que c'est un malentendu entre la France et les pays de l'Afrique de l'Ouest? Pourtant, on avait on va dire, un bon terreau pour pouvoir faire les choses, conclure des accords gagnant-gagnant pour pouvoir avancer. Alors, Delphine ajoute, la loi, comment, alors, effectivement, ces accords-là se font et se défont. Il y a une léthargie, en tout cas, en ce qui concerne l'accord franco-burkinabé. Personne n'en parle. Curieusement, c'est quand même, c'est paradoxal. Personne ne parle de cet accord-là. Autant du côté de la France, je pense que si on regarde les derniers discours d'Emmanuel Macron, quasiment le mot accord de réadmission a disparu dans le discours politique. Voilà, on parle beaucoup plus effectivement d'autres instruments pour pouvoir effectivement encadrer voilà. Et je pense que les travaux de Maliens que j'ai pu lire apparaît clairement l'influence de la diaspora, le positionnement très stratégique de la diaspora au regard peut-être des transferts financiers que font les Maliens de France effectivement vers le Mali et qui, du reste, semble-t-il, dépasse effectivement l'aide au développement. Donc ça peut être, je pense, une hypothèse à creuser. Alors, chez vous, Alam, quelle appréciation depuis la signature par rapport à la circulation on va dire des personnes depuis la signature de cet accord? En réalité, on revient à la même chose parce que je suis pas sûr que des Nigériens, les Ivoiriens, même les Maliens sont au courant en réalité de l'existence de ces textes-là. Voilà, c'est-à-dire on a comme l'impression que les gens continuent à circuler normalement. Ce qu'on constate plutôt, c'est la coopération policière. Elle est très stricte, par exemple à l'aéroport de Ouagadougou. On sent que l'accent a été mis, si financement il y a eu, je pense que c'est surtout de ce côté-là, le contrôle biométrique, tout le dispositif, le temps qu'on met à l'aéroport pour pouvoir monter. Alors c'est comme si, quelqu'un disait, c'est comme si on allait au paradis finalement. On se demande, mais pourquoi tous ces tracasseries-là? Voilà, donc je pense que le commun des mortels, l'Africain d'une façon générale, en tout cas ouest-africain, très peu, excepté les chercheurs bien sûr, sont au courant en réalité de... C'est peut-être pour ça que ça marche pas. C'est une approche, j'allais dire, ascendante, très éloignée des réalités de circulation, la liberté, simplement, le droit de circuler. Autant, effectivement, les Français peuvent venir au Burkina Faso ou avoir le visa à l'aéroport de Ouagadougou, alors qu'effectivement, de l'autre côté, c'est beaucoup plus compliqué. Bon, je m'arrête là et je m'excuse. Je crois que Aruna, la question par rapport au Niger. Je vous remercie. Merci beaucoup. Mais je crois qu'on va prendre quand même avant la question d'Augustin, parce que j'imagine qu'elle est encore sur le Burkina. Parce qu'il y a une question écrite d'Anouar, qui l'a écrite effectivement, qui est sur le Niger. Mais si Augustin veut poser sa question sur le Burkina. Voilà. Oui, en fait, j'ai une question sur plutôt le Niger. Peut-être que je n'ai pas bien écouté le collègue Moukaïla parlant donc de la diaspora. Il disait quelque part que la diaspora constitue la 9e région du Niger. Peut-être que c'est une région physique ou c'est seulement virtuel. Je dis virtuel en comparaison avec la politique migratoire d'un pays comme le Cap-Vert, où il y a une île qui est prévue
pour la diaspora. Parce que connaissant bien que le Cap-Vert a une forte communauté diasporique ailleurs, donc du coup, ils ont une politique en tout cas qui est bien encadrée en vue de l'insertion potentielle de la diaspora capverdienne. Alors, la 9e région, est-ce que c'est seulement sur les textes ou, les textes et lesquels même des textes, qu'est-ce qui est prévu concrètement? Parce que généralement, quand on parle de politique en lien avec la migration, c'est vrai que théoriquement, on a un certain nombre d'ébauches de politique, mais c'est quand il faut confronter ces textes à la réalité qu'on se rend compte qu'il n'y a rien. Et je pense que Moukaila a abordé la question sur le retour des rapatriés. Et quand j'ai réfléchi et j'ai travaillé sur les rapatriés burkinabés de retour de Libye, il n'y avait rien. Il y a des politiques, il y a des textes. Mais concrètement, il n'y avait rien qui était fait. Il n'y avait que les institutions internationales qui les prenaient en charge, etc., etc. Alors, pour ce qui concerne M. Kabambega, c'est vrai que je suis entièrement d'accord avec bon nombre de ces analyses. En fait, entre la perception ou la façon dont les textes sont élaborés, sont discutés, je pense que c'est une vieille histoire. C'est une vieille histoire. Le constat que je fais, et peut-être que sur lequel je n'ai pas de données empiriques, j'ai l'impression que les pays qui ont un certain pouvoir économique ou stratégique arrivent à discuter leurs accords avec la France. C'est le cas du Sénégal, c'est le cas des pays un peu comme le Gabon, de par le passé, et bien d'autres. Je ne sais pas quel est exactement, lui, son sentiment sur la question. Et l'impression que j'ai pour beaucoup de textes, c'est vrai que les communautés ne connaissent pas le contenu des textes. Moi-même qui vous parle, il y a beaucoup de choses qui sont écrites, mais je ne connais pas le contenu. Mais l'impression que j'ai en termes de circulation déjà des biens et personnes dans l'espace CEDEAO, quelquefois j'ai l'impression que les communautés ignorent le contenu des textes. Or, la pratique est que dans nombre de zones frontalières, les communautés sont naturellement, entre griffes, mieux intégrées que... et j'ai l'impression que les textes constituent même un plomb à l'aile même de l'intégration et de la libre circulation des personnes et des biens. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vais lire la question d'Anouar qui était également sur le Niger, puisqu'on a mal entendu tout à l'heure. Est-ce que la multiplication, donc pour Aruna, est-ce que la multiplication de rapatriement des mendiants nigériens, donc du Bénin, Sénégal et Togo, tous membres de la CEDEAO, peut influencer la décision des États membres d'adopter une politique de restriction malgré le principe de libre circulation des personnes des États au sein de l'espace? Et je pense qu'on peut ouvrir d'ailleurs la question aux deux intervenants, à vous deux, parce que ce qui se profile derrière, c'est quand même beaucoup la question de la CEDEAO. Même si les personnes sont peu informées des accords, par exemple, on sait qu'il y a des impacts des politiques sur leur pratique de mobilité et de circulation. Alors, on parlera dans une autre séance de la saisine de la Cour de justice de la CEDEAO contre la loi nigérienne, par exemple. Donc, c'est un exemple. Mais à votre avis, est-ce que sinon, il y a des États de la CEDEAO qui sont susceptibles de résister à cette tendance qu'on ressent dans l'ensemble de la CEDEAO à davantage de restrictions, ou même des collectifs de militants qui sont susceptibles de résister à cette tendance? Alors, on va peut-être passer la parole à Aruna pour les deux questions sur le Niger et puis ouvrir le débat si vous souhaitez. Okay. Merci Delphine, merci aussi aux collègues Augustin et puis à Noir pour les questions qui viennent d'être posées. Je vais commencer par la diaspora, 9e région du Niger.
bon, c'est pas qu'au Niger, il y a une région qui est consacrée à la diaspora. C'est comme quand vous prenez au niveau continental, on dit que la diaspora, puisque vous avez 5 communautés économiques régionales en Afrique, la diaspora est considérée comme étant la sixième région. En fait, c'est dans cette optique-là, et surtout dans l'optique aussi de promouvoir le lien entre migration et développement. Parce que quand on voit, par exemple, pour ce qui concerne le Niger, la question de la diaspora, ça fait partie du sous-programme 2 au niveau de l'axe stratégique 1 de la politique nationale de migration. C'est d'ailleurs beaucoup plus sur cet aspect qu'on insiste sur l'axe stratégique 1 qui porte sur l'exploitation des opportunités et des potentialités économiques. L'idée sous-jacente derrière étant de faire contribuer la diaspora au développement des régions de départ, en facilitant l'investissement, en facilitant aussi la mise en place d'un certain nombre de structures. Pour ce qui concerne le Niger, il y a déjà le Haut Conseil des Nigériens, qui est une organisation fêtière qu'on retrouve pratiquement dans tous les pays d'accueil, des Nigériens, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, par exemple. Si vous prenez, que ce soit à Lomé, que ce soit au Togo, que ce soit au Sénégal, vous avez donc cette structure-là qui a un bureau au niveau du ministère des Affaires étrangères et de la coopération et il y a eu dans un premier temps en 2012 notamment l'organisation d'un forum sur la diaspora qui devrait être suivi par un certain nombre d'autres forums. Malheureusement, compte tenu d'un certain nombre de difficultés, la tendance n'a pas été suivie. Mais l'idée c'est de faciliter à cette diaspora la possibilité d'exploiter toutes les opportunités qui existent au Niger pour qu'elles puissent contribuer au développement du Niger. Et pour ce qui concerne la question du rapatriement des mendiants, en fait, le problème que ça pose au Niger, c'est pas au-delà de la mendicité, c'est le problème de l'exploitation des enfants. Parce que derrière ces personnes adultes, on a des mineurs qui sont mobilisés dans ces migrations, que ce soit vers l'Algérie ou comme ça l'a été vers le Sénégal, le Ghana. Et donc, pour le gouvernement du Niger, en tout cas, la première réunion qui a précédé le rapatriement, où l'État a décidé de rapatrier les migrants nigériens qui sont au Sénégal, notamment ces femmes, ces enfants qui sont au Sénégal. Le premier élément qui vient, c'est surtout le fait que ces personnes, compte tenu de l'activité qui est pratiquée, on peut activité entre guillemets, puisque c'est de la mendicité, que ces personnes-là ternissent l'image du Niger à l'extérieur. Deuxième chose, le problème que ça pose aussi, parce qu'on a l'utilisation des enfants en termes de scolarisation, des enfants qui doivent être à l'école, et qui se retrouvent mobilisés dans ces flux où ils sont souvent exploités par des adultes pour avoir un certain nombre de ressources. Donc, ce sont les deux aspects qui sont le plus souvent mis en avant et du fait de cette utilisation des enfants dans ces migrations, on fait même le lien avec la traite des personnes. Donc ça, c'est pour ça que vous avez eu un certain nombre de réactions. Maintenant que cela est un impact sur les politiques au niveau des États, des pays d'accueil. Pour ce qui concerne le Sénégal, je sais que c'est le Niger même, ou le Ghana, qui a décidé de rapatrier ses ressortissants, bien évidemment en pleine concertation avec les autorités sénégalaises et de l'autre côté aussi avec les autorités ghanéennes. Maintenant, est-ce que ça va influencer les politiques de ces deux pays dans le sens de la restriction ou davantage de contrôle sur ces flux? Bon, je ne pense pas, parce que quand on regarde un peu, c'est des migrations qui ne datent pas d'aujourd'hui, que ce soit pour le Sénégal ou le Ghana. Les premiers départs du Niger vers la Côte, c'est au début du XXe siècle, vers 1909, au niveau des régions ouest. Donc, c'est une migration qui date. Et aujourd'hui, ces systèmes migratoires-là, avec ces pays, sont construits sur la base d'une diaspora de certain nombre de communautés qui sont installées de très longue date, que ce soit à Accra, à Koumassi ou dans les autres grandes villes du Ghana.
et des migrations circulaires, des gens qui reviennent avec des temporalités qui peuvent aller de quelques mois à plusieurs années. Et donc, bon, pour ce qui concerne les débats, la question de Stéphanie sur la loi 2015-36, au-delà du fait que c'est une loi qui est contestée, même au niveau de la CEDEAO, au niveau interne même, la loi, elle est contestée. Elle est contestée à la fois par les acteurs, un certain nombre d'organisations de la société civile. Moi, je me rappelle qu'il y a eu des structures comme Alternative Espace Citoyen qui ont organisé plusieurs forats au cours desquels on a évoqué le fait que c'est une loi qui est liberticide parce qu'elle entrave la liberté de circulation. Parce qu'il faut se rappeler qu'au départ, dans l'application de la loi, le fait d'empêcher le blocage des migrations en Algérie et en Libye, ça concernait aussi les Nigériens. Et par la suite, bon, on a pour les Nigériens, on peut les laisser partir, mais pour les autres, c'était pas évident. Mais donc, il y a quand même une levée de bouclier au niveau interne pour contester cette loi. Il y a eu beaucoup de dénonciations de cette loi qui ont fait que finalement, ils ont décidé de la réviser. Mais pour le moment, je pense qu'il y a eu un certain nombre d'ateliers qui ont été organisés, au cours desquels, d'ailleurs, certaines indiscrétions disent qu'il y a... Les gens ont voulu, par exemple, des dispositions qui font cette discrimination entre les Nigériens et les personnes d'origine étrangère, là, que cette disposition devrait sauter. Mais ça, c'est le travail avec l'ensemble des acteurs. Maintenant, quand ça va aller au niveau politique, on ne sait pas ce qui va être retenu. D'autant plus qu'on sait que pour cette question des migrations, les logiques qui ont amené à la prise de cette loi, ces logiques sont toujours encore là. Hein, parce que quand on regarde un peu les nouvelles, le nouveau dispositif politique de l'Union européenne dans ses relations avec le Niger, la migration figure en bonne place. Donc du coup, ce n'est pas évident que certaines dispositions discriminantes, même si dans les ateliers vous avez tout un tas d'acteurs qui sont concernés par cette question, qui remettent certaines choses en cause, que ça puisse être remis en cause. Maintenant, pour ce qui concerne les débats politiques, bon, c'est quand ça va arriver au niveau de l'Assemblée nationale. Sinon, pour ce qui concerne au niveau politique, il n'y a pas beaucoup de débats sur cette question. Mais peut-être quand ça va arriver au niveau de l'Assemblée, ça fera peut-être l'objet de débats. Ben, on sait que le premier texte quand même a été défendu et que c'est passé comme ça. Qu'est-ce qu'il faut dire encore? Voilà, merci. Merci beaucoup, Harouna. Marcel, est-ce que vous voulez vous prononcer, ajouter quelque chose sur cette question de la politisation peut-être, de la résistance, du rapport à la CEDEAO? Oui, je voulais ajouter quelque chose. Je voulais, si vous le permettez, répondre un peu à la question de Augustin, qui disait que c'est peut-être une vieille histoire. Alors, si on fait un constat, on peut remarquer par exemple que le Maroc utilise effectivement ce que beaucoup, les géographes surtout, appellent la rente géographique, pour essayer effectivement de peser ou avoir en tout cas des contreparties beaucoup plus importantes. Si on regarde du côté de la Libye, en son temps, Mohamed Kadhafi ne cessait de dire par exemple qu'il va noircir l'Europe. Erdogan, il se positionne en utilisant des termes aussi très forts, avec effectivement des financements beaucoup plus importants. Il est vrai que les rapports économiques, effectivement, permettent, ou la position économique d'un État. Mais si on regarde le Mali et le Burkina, j'ai envie de dire que c'est le même peuple, en réalité. Historiquement, il peut y avoir effectivement des choses à dire. Sur le plan économique, c'est quasiment, on va dire, les mêmes réalités économiques. Par contre, le positionnement est quasiment différent. Voilà, la résilience est, en tout cas sur cette question-là, elle est fondamentalement différente.
Alors, je pense qu'on peut regarder en tout cas la mobilisation des acteurs locaux, hein, les associations, la diaspora, pour prendre en compte effectivement, pour analyser en tout cas cette opposition-là. Alors, par rapport à la CEDEAO, alors, il est vrai que moi, je me rappelle quand je faisais mon terrain, ma directrice de thèse m'avait plus ou moins conseillé de faire par la route l'axe Bobo Dioulasso Bouaké, Bouaké Abidjan, Abidjan Bamako, Bamako Dakar, et en allant jusqu'à la frontière effectivement de la Gambie. Et les tracasseries policières étaient de telle sorte que j'avais quasiment, en tout cas, on m'avait pris énormément d'argent, hein, parce qu'à chaque fois, effectivement, il fallait descendre, il fallait, voilà. Je pense que les États, les dirigeants des États sont bien informés de cette réalité-là. D'autant plus que quand on regarde l'UMOA, je crois que l'UMOA publie chaque trimestre ou chaque semestre, en tout cas, un rapport pour alerter effectivement sur cette tracasserie. Voilà. Mais ça continue. Et la crainte, c'est que les peuples finissent par intérioriser cet aspect-là. Moi, je pense que l'ivoirité n'est pas venue comme ça. L'ivoirité n'a pas été... L'opération Bahiri, quand il s'agissait effectivement d'expulser, de chasser certains étrangers en Côte d'Ivoire, c'est peut-être la position économique de la Côte d'Ivoire avec ses richesses. Et certains peuples africains, en tout cas de ce côté-là, pensent que c'est peut-être une menace d'être, entre guillemets, envahi par des ressortissants de pays voisins, alors que la situation de chômage, alors que ils ont aussi effectivement les pauvres. Donc, ce qui était, on va dire, les idéaux de la CEDEAO, à partir des protocoles effectivement de libre circulation des personnes, avec effectivement, on va dire, le panafricanisme, où on disait qu'effectivement maintenant on peut aller vers nos traditions de mobilité, est peut-être en train d'être supplanté par des positionnements des États qui sont forcément peut-être en déphasage effectivement avec donc le mouvement associatif. J'ai bien peur que si c'est pas bien structuré, si c'est pas effectivement dans le sens on va dire d'une certaine harmonisation. Je sais qu'au Sénégal, par exemple, il y a des associations qui n'hésitent pas effectivement à interpeller chaque fois, mais est-ce que c'est suffisant? C'est vraiment la grande question. Et je pense que ce que Aruna a dit, c'est tout à fait ça. Ce qui se passe au Niger, n'oublions pas que c'est à l'intérieur de la CEDEAO. À la base, c'est inacceptable. La CEDEAO même devait se prononcer publiquement, dénoncer, et effectivement, pour remettre ce qui est souhaité effectivement depuis les années 70 par rapport aux différents protocoles. Voilà ce que moi je peux dire. Merci. Merci beaucoup. Sur un sujet, vraiment sur lequel on pourrait discuter pendant des heures. Enfin, ce sont des questions passionnantes que vous avez abordées tous les deux. Merci beaucoup. Alors, certains ont dû partir et ont souligné l'intérêt de vos présentations. C'était effectivement particulièrement intéressant de vous écouter et d'échanger. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de nous écrire à l'adresse mail donc de POMAF qui a été indiquée dans le chat. Si vous souhaitez, d'une part, être dans la mailing list alors que vous ne l'étiez pas avant, puisqu'elle est en cours de construction, cette mailing list, cette liste de diffusion. Et d'autre part, donc, si vous voulez aussi faire une petite biographie, nous allons essayer donc de faire une page sur le carnet, qui serait une page des ressources finalement du collectif qui indique les recherches de chacun et peut-être ça permet de créer des liens. Voilà. Et on va voir ensuite par la suite comment on peut échanger. N'hésitez pas donc à utiliser cette adresse mail pour qu'on puisse en discuter, pour qu'on puisse avoir de nouvelles idées. Nous, notre prochain rendez-vous pour le jeudi POMAF est en février. Voilà, tout est sur le carnet.
Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, Stéphanie. Oui, Oui. Oui, un petit complément. Au-delà de l'inscription dans la liste de diffusion, ça c'est une chose, mais vous pouvez aussi nous dire que vous êtes intéressé, voilà, vraiment au niveau du collectif, on envisage une réunion un peu générale, un peu plénière aussi à un moment donné, pour ouvrir le collectif, avoir une discussion là plus spécifique sur l'organisation, la programmation. Là, le programme est lancé pour 2023, mais voilà, il y a aussi cette idée d'ouvrir le collectif, le conseil, le comité d'organisation à d'autres personnes pour avoir aussi un temps de discussion sur des propositions. Donc ça aussi, faites-nous part de votre envie de rejoindre ce groupe de réflexion et de programmation pour les prochaines éditions annuelles du séminaire. Merci à vous, en tout cas, d'avoir été présent aujourd'hui. Oui, merci à toutes et tous. Merci en particulier, bien sûr, à Aruna et Marcel. Et au plaisir d'échanger encore. Portez-vous bien. Au revoir. Beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée. Au revoir. Ok, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Ouais, merci, à bientôt. Bye bye. Delphine, tu as 2 minutes? Oui. Au revoir. À bientôt. Merci de vous déconnecter si vous l'êtes encore. On va profiter de ce lien Zoom, Delphine et moi, pour échanger. Voilà, si vous pouvez vous déconnecter, voilà, Sophie et Brou. Merci. Au revoir. Je pense qu'en tant qu'administratrice... En fait, je n'y arrive pas parce que je vois que quand je clique, je peux discuter, épingler, masquer les participants. Oui. Peut-être qu'ils se sont... Sophie, Brou, vous nous entendez? Est-ce que vous pouvez vous déconnecter? Bon, sinon on s'appelle, hein. C'est pas grave. Ah, tu sais ce que je fais? Je clique et je le réouvre, non? Ah bah voilà, il reste plus qu'une personne. Merci. Au revoir, Brou. Je fais ça, non? Je quitte et je rouvre le lien. On rouvre toutes les deux le lien, seulement nous deux. Oui, on peut faire ça. Oui, vas-y. Ah oui, non, ça va pas du tout.